Et avant de commencer la présentation, je voulais vous dire que pour moi, d'abord, c'est une grande journée. Parce que si j'ai décidé de me lancer en politique, c'est d'abord et avant tout pour ça, pour se dire que j'espérais pouvoir avoir un petit impact, apporter ma petite pierre pour ne pas léguer un monde à l'envers à mes enfants. Voilà, c'était vraiment ça. Après avoir quitté Midi Market, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais de faire qui aurait du sens dans la vie et faire quelque chose, bah, c'était d'abord et avant tout essayer de trouver un moyen d'être utile. Et être utile, c'est se rendre compte qu'il y a plein de choses, crise après crise, d'un monde et d'un modèle qu'il faut changer. Et donc, si je me suis engagé en politique, bah, c'est d'abord et avant tout pour ça. Alors, est-ce qu'on y arrivera ou on n'y arrivera pas? Est-ce qu'on est les meilleurs ou pas les meilleurs? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, en toute sincérité, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un jour qui est important parce que je pense que c'est un débat important et c'est un débat qu'on doit pouvoir mener sur le fond avec des échanges d'idées. On peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir le courage de changer. Et c'est vraiment ça qu'au travers des 4 plans de transformation qu'on va égrener dans les prochains mois, on veut proposer. C'est-à-dire se donner la possibilité, le droit de proposer des choses différentes, de voir les choses différemment, peut-être d'être un peu trop naïf par moment, mais en tout cas d'oser sortir du cadre et d'oser les dire les choses comme elles sont, de manière assez franche. Alors c'est un peu le pari de se dire qu'on peut aussi dire des choses qui ne plaisent pas au commun des mortels, avec le risque de ne pas plaire, ce qui n'est pas forcément le premier réflexe qu'on a en politique, parce que ça peut faire peur de se dire que dire des choses compliquées peut être néfaste d'un point de vue purement électoral. Mais c'est vraiment ça le pari qu'on veut faire, nous, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut réinventer le système pour essayer de le faire un petit peu, de rendre plus pérenne. Voilà, ça en introduction. Et donc aujourd'hui, c'est le premier plan de transformation que l'on veut vous présenter. Donc énergie et climat avant tout, même si le climat, c'est aussi et beaucoup de l'énergie. Et fondamentalement, et je ne vais pas passer beaucoup de temps, parce que je pense que vous êtes aussi un public aguerri sur les raisons qui nous poussent à lancer ce débat-là. On le sait tous, donc on ne va pas se faire trop peur. Qu'en serait-il si le monde avait 2 à 5 degrés de plus? Aujourd'hui, de plus en plus de gens disent qu'on n'arrivera pas aux objectifs de Paris. Donc, il faut s'armer à ça. C'est en tout cas une nécessité. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous convaincus sur le fait que changer, faire évoluer et adapter nos modes de vie pour répondre aux défis climatiques est une nécessité. Mais c'est une nécessité que certains disent inatteignable. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger de dumping environnemental, de délocalisation, parce qu'il y a une parce qu'on se base sur une obligation de moyens, sur le bon vouloir de chacun. Et comme on sait, changer n'est pas quelque chose d'aisé. Parce qu'il y a des blocages institutionnels, une fragmentation dans la lasagne institutionnelle, verticale, mais horizontale aussi entre les différents ministères, parce que politiquement, c'est difficilement défendable. Et donc, il y a beaucoup de chances que les politiques aient du mal à le défendre, parce que socialement, ça peut être dur et trop dur peut-être à accepter pour changer, que l'être humain souvent a besoin de crise réellement pour être capable de se mettre en mouvement et de prendre des décisions difficiles, ou parce que selon certains, c'est trop tard. Donc là, j'ai essayé de vous plomber l'ambiance, et donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on abandonne, ou bien on a le courage de changer. Et c'est vraiment plutôt dans cette optique-là, évidemment, que je veux nous insérer, avec 6 grandes transformations qu'on estime être nécessaires pour relever le défi. La première, c'est vraiment, et je crois que c'est l'essentiel, c'est renverser la méthode. On ne fera pas cette transformation sans les gens, et notre conviction chez les engagés, c'est que ça vaut la peine de croire en une vision positive de la société et de créer un grand pacte citoyen pour la transition. La deuxième, c'est qu'il est fondamental de se focaliser sur le bon thermomètre et de réduire nos émissions plutôt que simplement les déplacer. Et donc là, on y reviendra. Tous ces différents points-là, je vous fais juste le sommaire, ne vous inquiétez pas. La troisième, c'est d'impliquer directement les citoyens dans la diminution de leurs émissions, les sensibiliser de manière plus dynamique. La quatrième, c'est d'avoir une vision claire, systémique, et d'assumer un modèle de société différent. La cinquième, c'est prendre conscience que la transition sera solidaire ou ne sera simplement pas, et que donc toutes nos politiques doivent être pensées de manière inclusive et adaptées aux besoins de chacun. Et enfin, se rendre compte que de toute façon, le monde va changer, et donc il va falloir s'adapter, protéger, anticiper et construire un monde plus résilient. Alors pourquoi ces 6 transformations? Comme je vous le disais, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit peu de recul. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'identifier les facteurs bloquants et les moyens qu'on pouvait avoir pour les dépasser. Pardon. Alors,
Si on revient un petit peu en arrière, on se rend compte que des ambitions fortes ont été annoncées. Et heureusement que ces ambitions fortes ont été annoncées, et heureusement que l'Europe est là. Alors, on a parfois l'impression que c'est, ceci dit, les enchères de moins 40, moins 50, moins 60, moins 70. Tout ça, c'est très bien, c'est même nécessaire. Mais le plus important, c'est que les résultats aujourd'hui ne suivent pas. Ils ne suivent pas en Belgique. Si on se base simplement sur le dernier plan national climat, on se rend compte que les émissions vont augmenter dans les prochaines années, alors qu'elles doivent évidemment diminuer et diminuer même beaucoup plus vite. On se rend compte que ce qu'on a fait, c'est aussi beaucoup délocaliser. Les points positifs qu'on a eus, c'est délocaliser ou c'est prendre des mesures qui ne sont pas structurelles parce qu'elles sont liées à certaines crises, que ce soit la crise Covid, crise simplement économique, ou simplement aux choix les plus faciles quand on remplace du coke par du gaz. Ce sont évidemment les éléments les plus faciles à faire qui ont été faits en premier. Donc aujourd'hui, c'est pas, on est en échec en Belgique. Il faut se dire simplement qu'on n'a pas fait encore assez. Et c'est la même chose au niveau global. En 2022, on n'a jamais émis autant on n'a jamais émis le plus d'émissions carbone depuis toute l'histoire de l'humanité. Donc aujourd'hui, on n'y est pas. Beaucoup d'ambition, mais les résultats ne suivent pas. Pourtant, tout a été dit, tout a été écrit, tout a été calculé, tout a été même jugé, et on se rend compte qu'on a quand même du mal à évoluer. Et en commençant, moi, je me suis dit, mais en fait, quand il y a 2 ans, je voulais créer une ASBL pour mettre la pression sur le politique, pour qu'on prenne les mesures, pour faire un plan. J'ai commencé à imprimer, c'est pas bien d'ailleurs d'imprimer, mais enfin voilà, j'ai commencé à imprimer toute une série de rapports. Et j'ai 10 fardes aujourd'hui, remplis d'énergie positive, de gens qui veulent changer le monde. Et on se rend compte que malgré tout ça, ça ne se passe pas. Alors, avec les engagés, évidemment, on a aussi fait toutes les analyses et on en discutera en détail dans les différents ateliers avec des objectifs, des idées et qu'on doit améliorer. Mais on s'est rendu compte, c'est dit qu'il fallait peut-être qu'on reprenne les choses plus en amont. Et que la folie serait peut-être serait de croire qu'en continuant à faire la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. Alors on a essayé de se dire, mais OK, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la méthode pour arriver à un autre modèle? Alors 3 préalables. Le premier préalable, le premier postulat, c'est qu'il faut accepter l'idée de limite. Limite terrestre, physique, simplement dans laquelle on doit s'insérer. Et ça, c'est un changement de paradigme. C'est partir de la limite et puis se dire, OK, mais dans cette limite-là, comment je fais? Plutôt que de partir des idées en se disant, bah, peut-être que ces idées vont me permettre d'atteindre la limite et de faire le changement nécessaire. De suivre le bon thermomètre pour atteindre un résultat qui a du sens. Et le bon thermomètre, on y reviendra, ce ne sont pas les émissions territoriales, mais c'est bien notre empreinte carbone. Et je pense que le focus jusqu'à présent, c'est un des problèmes structurels que l'on a, c'est qu'on se focalise principalement sur nos empreintes territoriales parce que nos États, simplement nos pouvoirs publics, sont organisés de manière territoriale. Mais la question clé n'est pas aujourd'hui ce qu'on va consommer ou ce qu'on va émettre comme émission ici en Belgique, c'est globalement quelle est l'empreinte territoriale, l'empreinte carbone dont on a la responsabilité. La troisième chose, c'est développer une vision systémique, pas la prendre par petits morceaux, et c'est vrai dans beaucoup d'aspects de la politique, hein, que ce soit la politique fiscale, mais certainement en politique environnementale. Tout ça est un système qu'il faut prendre dans son ensemble. Et c'est probablement une des erreurs d'ailleurs qu'on a faites au niveau du nucléaire historiquement. Et aussi protéger les entreprises et les citoyens, surtout ceux qui veulent changer, pour être sûr de ne pas les décourager. Alors le premier point, c'est de renverser la méthode et c'est de créer donc un véritable pacte citoyen pour la transition. Et dans le cas des engagés, on croit à cette pensée positive et au fait que on peut se baser sur les citoyens pour qu'ils prennent leur responsabilité. On sait qu'on a besoin d'un changement radical. Et en change management ou en gestion du changement, pour pas que je me fasse encore engueuler comme sur les réseaux sociaux pour mes anglicismes, en gestion du changement, pour relever le défi climatique, il va falloir fondamentalement changer la manière dont on fonctionne, y compris avoir un impact sur notre confort matériel probablement. Or, ce qu'on sait, c'est que changer, c'est compliqué. Voilà, on le sait depuis toujours. S'il y a bien une chose qu'on sait, et tous ceux qui sont dans la vie civile comme vous le savent, c'est que changer une organisation, changer une manière de fonctionner, c'est compliqué. Il y a différentes théories qui ont été développées. Je vous en ai mis 2, j'aurais pu en mettre 150. Il y a des dizaines de consultants qui font leur job là-dessus, changer, accompagner le changement. D'un point de vue business, on y arrive. D'un point de vue sociétal, peut-être on s'est trompé et qu'on a espéré changer en faisant tout le contraire, en n'ayant pas l'adhésion de la population, en n'ayant pas de vision, pas suffisamment de vision long terme, en n'ayant pas une approche suffisamment globale, en ne déclinant peut-être pas toujours assez en objectifs concrets et détaillés les objectifs globaux, en n'ayant pas, et c'est peut-être une des principaux éléments,
de responsabilités suffisamment clairement identifiées, en n'ayant pas de monitoring continu, transparent et de mécanismes de sanction, ce qui est peut-être aussi l'autre élément clé qu'on retrouve dans tous les plans de changement. C'est d'abord se fixer un objectif, le rendre obligatoire, veiller à avoir des sanctions et veiller à systématiquement monitorer et réitérer si on n'atteint pas l'objectif afin de veiller pas après pas, de manière agile, à revenir et à remettre l'ouvrage sur le métier pour arriver à l'objectif. Alors, ce que nous proposons, c'est de renverser l'idée. C'est de commencer par un référendum. On a raté la loi climat. Les politiques ont raté la loi climat. On a une responsabilité par rapport à ça, pour entre autres des jeux politiques, justement. Et c'est notre conviction, c'est que si on partait du citoyen, on pourrait avoir trois éléments importants. Le premier, c'est de bétonner la trajectoire carbone. C'est que l'objectif de transformation ne soit pas seulement un objectif politique, mais soit l'objectif de tous les citoyens. Que quelque part, on se mette déjà d'accord sur les règles du jeu. Comme je vous le disais, partir des limites physiques terrestres et donc se dire, pour respecter, on sait qu'il y a une corrélation directe entre les émissions de CO2 et la température, se dire, OK, on veut quelle température? Si on veut cette température-là, ne l'exprimons pas seulement en température, parce que ça c'est abstrait, exprimons-le très concrètement dans les quantités de CO2, la somme des quantités de CO2 qu'on est prêt ou qu'on est capable encore d'émettre dans les prochaines années. Jean Covici disait aujourd'hui qu'un bébé qui naît aujourd'hui pourrait émettre en réalité 10 fois moins de CO2 que ce que nous avons émis durant notre vie. Et ça, fondamentalement, c'est le choix de société. Donc, ou bien on l'assume et on se fixe ça comme objectif, ou bien on dit qu'on n'est pas capable de l'assumer, mais alors il ne faut pas dire qu'on va respecter une évolution de 1,5 degré ou de 2 degrés. Et je pense que ça, c'est fondamentalement la question qu'il faut poser à la population pour qu'elle ne soit pas, qu'elle ne subisse pas cette transformation, mais qu'elle soit co-auteur de cette évolution. La deuxième chose, c'est changer de mode de gouvernance pour être sûr de faire sauter les blocages politiques. Et la troisième chose, c'est se mettre d'accord sur les principes de sanctions financières. Alors, jusqu'à présent, ce que je vous disais, on s'est mis d'accord, on se focalise principalement, et c'est juste aussi, hein, sur des mesures jugées acceptables, et au mieux, on espère que ça va nous permettre d'atteindre l'objectif. C'est une addition de mesures, une pléthore de mesures, et puis on essaie comme de les quantifier, et on se dit, bon, avec ça, avec un peu de chance, on va arriver à l'objectif. Nous, notre objectif ici, comme je vous le disais, c'est de prendre le problème à l'envers. C'est que d'abord, comme société, on se mette d'accord sur le budget carbone, sur la trajectoire carbone que l'on veut suivre, et ensuite voir dans cette contrainte-là, qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver, et y compris peut-être des choses qui ne font pas plaisir. Mais à partir du moment où on se fixe ça comme objectif ultime, eh bien on essaye de l'assumer. C'est une responsabilité commune, et comme on le dit, il y a plusieurs trajectoires possibles. Hein. On peut se dire qu'on ne fait pas trop d'efforts tout de suite, et puis qu'on en fera plus tard, plus vite. La question clé, c'est l'air ici, l'air qui est en dessous de la courbe de quantité carbone que l'on va encore émettre. C'est que de cet air-là, on sait déduire quelque part une évolution de la température que l'on connaîtra dans les prochaines années. Et ça, c'est un choix qu'on doit placer comme société. Et si on dit que non, tout compte fait, cette air-là, on veut la faire grandir, il faut simplement assumer le choix de dire que nos enfants vivront dans un monde où il fera plus chaud et où il y aura plus d'éléments climatiques extrêmes. Ça, c'est le choix qu'on doit poser. Et ça, c'est le choix que socialement, sociétalement, ensemble, on doit pouvoir définir. Et ça, c'est, je pense, transformer l'approche pour que chacun soit responsable de cet élément-là. La deuxième chose, c'est la gouvernance. On le voit en Belgique, c'est qu'une fois qu'on a défini l'objectif, le problème, c'est que personne n'en est responsable parce que tout le monde l'est responsable. Parce que tout est fragmenté dans un sens, dans l'autre, et que du coup, c'est toujours forcément la faute de l'autre. Ici, on est principalement des francophones, donc forcément, c'est la faute des flamands. Mais si on n'arrive pas à dépasser ces blocages-là, on n'y arrivera pas. Et donc l'idée, c'est de se dire d'abord qu'on objective la situation et qu'on ait un comité d'experts, peut-être aussi accompagné de gens de la société civile, un panel citoyen, une assemblée citoyenne appuyée par une administration qui définit des scénarios. OK, comment est-ce qu'on peut se répartir ces éléments-là par secteur? Et quelque part, quand on dépasse ces secteurs, on dépasse quelque part la logique politique par secteur, par niveau de pouvoir, c'est qu'on fasse une trajectoire. Si vous allez sur l'outil de Climact, par exemple, je crois qu'on a quelqu'un de Climact ici, mais voilà, si vous allez sur l'outil, c'est très simple, hein, vous pouvez jouer avec les paramètres. Et puis, vous voyez quel est l'air du point suivant, et vous voyez comment est-ce que vous pouvez jouer pour arriver. En fait, quand vous jouez avec ça, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas 150 000 solutions.
Oui, comme on l'a dit au niveau de climat.be, il y a un peu plus de comportementalistes, un peu plus de technologistes, il y a un scénario médian, et là, il y a quelque part un spectre de possibles où on peut faire des scénarios, où on peut ou envisager quelque part des trajectoires et répartir l'effort entre les uns et les autres. Mais fondamentalement, on ne peut pas sortir de ce cadre, il n'y a pas des choses complètement différentes. Et c'est ça que les experts devraient pouvoir objectiver et présenter de manière claire alors aux politiques à qui revient normalement le choix d'approuver et d'adopter, que ce soit en interparlementaire, pour que tous les niveaux de pouvoir, quelque part, s'accordent sur cela. Et s'ils ne sont pas capables de faire un burden sharing, comme on l'a souvent, dont on en a souvent parlé dans la presse, si les politiques ne sont pas capables de faire un burden sharing, notre proposition alors est de, en dernière instance, de revenir vers la population pour que ce soit cette population-là qui choisisse la manière dont on répartira le scénario et la manière dont on répartira l'effort entre les différents secteurs et niveaux de pouvoir. Une fois que c'est approuvé, ce qui est important, c'est que cet organe, ce Haut Conseil climat, puisse se monitorer de manière transparente, parce qu'évidemment, le danger aujourd'hui, c'est que les administrations travaillent pour un ministre, et que donc forcément, elles doivent dire du bien quand même du ministre. Alors il y a l'objectivité, heureusement, des fonctionnaires, mais par contre, ils n'ont pas forcément accès à la presse de la même manière. Et donc je pense qu'on doit aujourd'hui rendre de la visibilité à un haut conseil climat qui pourrait évaluer les politiques et la manière dont on évolue réellement et monitorer concrètement les choses. Et ensuite, et ça c'est une autre idée, mais qu'il faudra encore approfondir, se poser la question, même si ce n'est pas la toute première priorité, des hiérarchies des normes. À partir du moment où l'État belge est responsable d'un point de vue international par rapport à notre responsabilité climatique, est-ce que l'État belge, l'État fédéral, ne doit pas reprendre la main si les entités fédérées ne respectent pas l'objectif dont l'État fédéral est responsable. Et donc, est-ce que ça ne vaut pas la peine de créer une hiérarchie des normes par rapport à ça? Alors, on ne va pas tout bloquer à cause de ça, mais c'est en tout cas un challenge supplémentaire que l'on peut mettre sur la table. Enfin, un mécanisme de sanction, et j'ai juste mis le petit logo de l'affaire climat pour ne pas l'oublier. Si vous lisez l'affaire climat, outre tout ce qu'on a perdu comme temps en recours, procédures judiciaires, etc., on se rend compte que, in fine, il y a un travail colossal qui a été réalisé, mais que ce travail et la décision juridique, elle est bloquée aussi par la capacité de sanction que l'on a aujourd'hui. Or, d'un point de vue vraiment objectif, polluer aujourd'hui, c'est surtout générer des coûts pour les générations futures. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend compliqué, hein, si vous avez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le Bug humain de Sébastien Boller, je vous le conseille d'ailleurs, on se rend compte que l'être humain, il a une grande capacité à faire face à un problème qui est concret. Par contre, sa capacité à se projeter pour éviter aujourd'hui que les conséquences de ces actes d'aujourd'hui aient des conséquences sur demain, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué dans le cerveau humain. Et faire une sanction aujourd'hui, c'est rendre concret, tangible, dès maintenant, les conséquences de nos comportements sur le futur. C'est prendre notre responsabilité aujourd'hui de nos actes aujourd'hui, plutôt que de les reporter sur demain. Et ça, c'est fondamental. Et donc, il faut le prévoir parce que sinon, on ne pourra pas avoir cette partie-là. Et donc, quelque part, ce sera toujours plus facile de reporter à demain ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, qui est peut-être le plus important, c'est que l'objectif n'est pas de déplacer, mais bien de diminuer nos émissions de CO2. Sinon, on n'a strictement rien gagné. Et par rapport à ça, je crois qu'il ne faut pas se tromper de thermomètre. Le thermomètre, ça ne peut pas être l'empreinte territoriale, mais ça doit bien être l'empreinte carbone. En Belgique, aujourd'hui, 37% de nos émissions sont liées aux émissions dites importées. Donc les émissions qui ont été utilisées pour faire les GSM, les voitures, les télévisions que l'on consomme tous et toutes. 63% sont encore les émissions territoriales. On voit qu'en France, là où les émissions territoriales sont plus faibles, entre autres parce que le mix énergétique est différent, aujourd'hui, les deux courbes se sont croisées et on se rend compte que la place prise par ces émissions importées est de plus en plus importante. Se focaliser sur les émissions territoriales n'est ni éthique, parce que nous sommes responsables non seulement des émissions que nous réalisons ici, mais bien aussi de toutes celles que nous réalisons en consommant des produits qui sont importés, ni efficace d'un point de vue environnemental, parce que peut-être que par le passé, déplacer notre pollution était bien pratique parce qu'elle ne revenait pas jusqu'ici, mais même très égoïstement,
Aujourd'hui, déplacer notre pollution dans une atmosphère qui est brassée en quelques jours ne sert strictement à rien, ni réaliste économiquement, parce que quelque part, ça génère des déserts industriels qui ne peuvent pas être l'objectif de l'Europe et par rapport auquel l'Europe doit se battre, on y reviendra. Comme je vous le disais, en France, donc on a les deux courbes des émissions territoriales qui diminuent et en parallèle, on voit clairement que les émissions importées augmentent et in fine, on n'a strictement rien gagné. Donc se tromper de thermomètre, c'est faire prendre les mauvaises actions, c'est prendre le problème à l'envers et c'est risquer de prendre les mauvaises décisions. Alors, on a une réponse partielle par rapport au combat et qui est très importante, qui est heureusement que l'Europe est là pour nous pousser à avancer, pousser à fixer les objectifs, mettre en place des mécanismes. Et elle a mis entre autres les mécanismes de quota carbone. Hein. Donc, pour une tonne de CO2, ben, il faut acheter un quota. Et évidemment, ça a un impact sur notre coût de production. Alors, c'est très bien les quotas, parce que l'avantage d'un quota, c'est qu'une fois que c'est fini, mais quelque part, on est sûr de ne pas dépasser l'objectif. Donc ça, c'est une garantie de résultat. Donc en tant que tel, le principe des quotas est un bon principe. En plus de ça, en théorie, fixer un prix sur base du marché permet que le marché optimise de manière la plus efficace possible de la manière de s'attaquer quelque part à la diminution du carbone. Donc en théorie, c'est une bonne manière de faire. Le seul problème, c'est que c'est limité, parce que c'est limité à un nombre de secteurs, comme vous le savez, le secteur ETS est limité, même si l'Europe veut continuer à les agrandir, ça reste relativement limité. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que ce n'est pas suffisant, parce que c'est principalement, comme on le disait, basé sur les émissions territoriales, certes du territoire européen, mais pas du territoire global. Et le danger, il est triple. C'est qu'en ayant un scope limité, ça ne couvre évidemment pas la totalité de nos émissions. Et en plus, il y a un danger que les produits puissent re-rentrer, vu que les produits finis ne sont pas visés, qu'on fasse sortir quelque part nos industries et que les produits finis que ces industries vont faire, hein, je délocalise ma fabrique d'acier et la voiture revient sans avoir de mécanisme de protection en Europe. Et donc, quelque part, malgré ce qui a été fait au niveau du CBAM ou ce qui va être fait pour le CBAM, donc c'est quelque part les mesures d'ajustement à la frontière pour essayer de tenir compte du fait que vu qu'on a un coût supplémentaire chez nous, on puisse le corriger en mettant une limite. Mais le danger, c'est que vu que cette limite ne concerne qu'un certain nombre de produits, c'est trop facile de le dépasser. Deuxième chose, c'est que le système de fixation des prix, comme je vous le disais, est très bien le prix du marché, sauf que c'est surtout très bien dans un marché qui est vraiment fermé ou qui est complet. Le danger ici, intrinsèque de la manière dont les ETS fonctionnent, et je suis désolé d'être un petit peu technique, mais c'est important parce que ça détermine beaucoup de choses et ça va déterminer encore beaucoup plus de choses dans notre vie de tous les jours, c'est fixé sur la base de l'offre et de la demande. Évidemment, dans un marché fermé, ça fonctionne bien, sauf qu'aujourd'hui, si la demande de quotas diminue simplement parce que les entreprises sortent d'Europe, si les entreprises se délocalisent et vont ailleurs dans des pays qu'on a appelés des paradis environnementaux, comme il y a des paradis fiscaux, vous avez bien compris que ce n'était pas un paradis, c'est bien l'endroit où quelque part on est moins vertueux, on est moins regardant sur les normes environnementales. Si les entreprises se déplacent de plus de 4%, hein, parce que vu que le nombre de quotas diminue de 4,2 ou 4,4%, mais quelque part, si les entreprises sortent à une vitesse plus importante, l'offre et la demande simplement ne s'équilibrent pas et le prix ne peut aller que vers le bas. Et donc le mécanisme en tant que tel, vu qu'on n'est pas dans un marché fermé, peut intrinsèquement comporter des dangers qu'il convient de contrer. Et enfin, dernier point, ça a un impact sur nos exportateurs, parce qu'évidemment, si un mécanisme nous protège à l'entrée, il n'est pas compensé à la sortie. Et donc, il y a un danger qu'en étant vertueux avec les entreprises en Europe, celles-ci ne soient plus capables d'exporter vers des marchés tierces et qu'à un moment donné, surtout si le prix des quotas augmente, l'arbitrage économique se fasse et les entreprises se délocalisent. Et donc, il y a un danger à ce système, même s'il est bon et même si, en fait, il en faut plus. Il y a un danger qu'aujourd'hui, la conséquence de ça, ça soit un désert industriel ou une désertification industrielle en partie en Europe. On sera vertueux, mais on n'aura pas forcément résolu le problème. Et donc, trois améliorations nous semblent importantes et radicales. La première, c'est de couvrir l'ensemble des produits avec un système de quotas ou de taxes carbone, on peut l'appeler comme on veut. Donc, c'est aller jusqu'au bout du système. Tant qu'on laissera des trous dans la raquette, cela ne pourra pas fonctionner. Et donc, quelque part, c'est compliqué, mais l'objectif doit être celui-là. Et l'Europe nous a fait faire des premiers pas, mais si on ne va pas jusqu'au bout de ces premiers pas, on n'aura pas la capacité de résoudre le problème.
Le deuxième, c'est de corriger les mécanismes de prix. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'important, c'est qu'on inclut dans la manière de la demande de quotas l'ensemble des besoins pour tenir compte de l'ensemble de nos émissions. Et le troisième, c'est qu'on puisse quelque part compenser et protéger nos entreprises par rapport à l'exportation pour pas qu'elles ne soient désavantagées et qu'on ne crée pas donc ces paradis environnementaux dont je vous parlais. Trois critiques potentielles. Est-ce que c'est compatible avec l'OMC? Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord faire une comptabilité carbone complète? Comment est-ce qu'on peut garantir que ce soit juste tout ça? Le premier, c'est est-ce que c'est compatible avec l'OMC? Je vais être assez radical par rapport à ça. Si les règles de l'OMC, créées en 1947, dans un contexte bien déterminé, nous empêchent de lutter aujourd'hui contre la plus grande menace sociale que l'on a, sociétale que l'on a, soit on arrive à les réformer, soit on les ignore. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être clair que la lutte contre le réchauffement climatique doit primer sur le libre-échange et la mondialisation. Et ça, c'est un choix politique. C'est un choix de société qu'on doit faire, et en tout cas, c'est un choix que nous assumons de manière très forte. Nous ne voulons pas que l'Europe, bon élève, soit le dernier à respecter les règles de l'OMC, alors que les États-Unis et la Chine, depuis longtemps, ont une vision qui est un tout petit peu plus individualiste par rapport à ça, pour le dire de cette manière-là. Et je pense qu'il faut être très très clair, et du coup, on ne va pas pleurer, on va juste se battre pour faire évoluer ces règles-là, et sinon, il faudra avoir le courage de dire qu'on ne les respecte pas et on veut un autre modèle de société. D'abord, une comptabilité carbone. Alors, la comptabilité carbone, c'est vraiment, je pense, la priorité. C'est vrai que si on veut un système qui tient compte de cette nouvelle donne, on doit l'inscrire de manière structurelle et structurante dans notre modèle économique. Tout est systémique. Si on ne mesure pas aujourd'hui notre comptabilité carbone comme on mesure quelque part notre comptabilité financière, on n'arrivera pas à la gérer et on n'arrivera pas au résultat voulu. Mais il ne faut pas se laisser prendre en otage et qu'il faut oser changer de paradigme. Faire une comptabilité carbone partout dans le monde, pour toutes les entreprises, etc., prendra un temps fou. Et donc, si on ne veut pas être otage de ceux qui ne veulent pas avancer, je crois qu'il vaut mieux travailler, il faut oser travailler avec des valeurs par défaut. Et d'ailleurs, si ces valeurs par défaut, si on se dit par défaut, le t-shirt qui vient à l'importation, par défaut, il a X grammes de CO2. OK. Si vous arrivez à me prouver dans un système certifié que c'est pas X, mais c'est X moins 20%, tant mieux. Tant mieux. Il sera approuvé et on vous calculera quelque part la taxe à appliquer sur ce X moins, enfin ce X moins 20%. Pas de problème. Et ça va pousser les entreprises justement à évoluer de manière beaucoup plus rapide vers cette transformation et l'instauration de cette comptabilité carbone. Plutôt que d'attendre qu'ils le fassent pour l'appliquer, appliquons-le sur une valeur haute et le marché, pour le peu que j'en connaisse, en tout cas de ce que je l'ai pratiqué, c'est à ce moment-là qu'il devient le plus efficace et qu'il peut transformer. Et là aussi, c'est un changement de paradigme que nous voulons assumer. Est-ce que c'est socialement acceptable? Mettre une taxe carbone ou mettre des coûts carbone à l'entrée en Europe, que ce soit comme on disait, des ETS élargis, etc., ou du CBAM, ça va avoir un impact sur chaque citoyen. Ça va augmenter. Il va y avoir une inflation verte à court terme. Il faut être conscient de ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est la réalité. Qu'on le veuille ou non d'ailleurs, c'est la réalité. Et donc la question clé est plutôt de se dire comment est-ce qu'on l'accompagne. Et nous, notre vision par rapport à ça, c'est que cette augmentation, quelque part, du coût des produits, qui est récupérée sous forme de taxes, doit être redistribuée sous forme de dividendes carbone à l'entièreté de la population. Et que c'est comme ça qu'on pourra les accompagner pour veiller à faire la transition. Si cet argent-là est utilisé pour faire des politiques diverses et multiples, on n'aura jamais l'adhésion des citoyens et on ne fera pas la transition si les gens sont laissés sur le bord de la route. La réalité, c'est que faire un dividende carbone, c'est aussi faire de la redistribution. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, on sait que les gens qui ont moins de moyens sont moins responsables du réchauffement climatique parce qu'ils consomment moins, ils polluent moins, et donc quelque part, tous ceux tout le monde recevant la même somme, ceux qui pollueront moins se verront donc augmenter, auront leurs revenus qui vont augmenter, se verront donc récompensés. C'est le principe du pollueur-payeur qui est non seulement juste d'un point de vue éthique, mais aussi juste d'un point de vue social, parce qu'aujourd'hui, ceux qui consomment le plus, quelque part,
ne payent pas ou n'en payent pas les conséquences, et donc il n'y a pas de redistribution par rapport à ça. Donc ça, c'est notre vision très très claire. Donc on généralise pour se protéger réellement, pour protéger un modèle vertueux, pour encourager les autres à évoluer dans la même direction. On veille à ce que chacun et chacune soit protégé, soit accompagné dans cette transition. Et si ça ne fait pas plaisir aux instances de la mondialisation, nous faisons partie du marché, on le fait évoluer. Troisième élément. J'ai juste, si vous me permettez, prendre un tout petit peu d'eau. Normalement, les suivants vont un petit peu plus vite, parce que, voilà, même si celui-ci est assez important. On se rend compte qu'il y a 3 leviers pour faire évoluer les comportements. Et c'est bien de ça dont on parle. Je vous ai parlé tout à l'heure de gestion du changement. C'est vraiment fondamentalement ce qui est au cœur. On a parlé d'objectifs, fixer d'abord les objectifs. On a parlé de protection, comment les inscrire structurellement dans notre système économique et légal. Le troisième élément, c'est qu'il faut être sûr d'emporter tout le monde avec nous. Et on a surtout parlé du le premier levier, qui est le levier économique. Mais il y a encore 2 autres leviers qui sont tout aussi fondamentaux si on veut faire un vrai changement. C'est le levier psychologique et le levier social. Donc le premier levier, il est couvert par les coûts. Le deuxième, qui est simplement de pouvoir sensibiliser les gens, il faut qu'ils aient une meilleure visibilité, pour qu'ils soient sensibilisés, pour qu'ils puissent individuellement se sensibiliser. On n'est responsable que de ce qu'on connaît. On est responsable et on ne fait changer que ce qu'on mesure. Et donc, par rapport à ça, il y a vraiment du travail sur le levier psychologique et le levier social. Pour transformer vraiment les citoyens en consommateurs, il faut aller plus loin et travailler sur l'adhésion. Et par rapport à ça, on a deux propositions. Donc, comme on en a parlé quelque part, hein, on a parlé des émissions importées, mais des émissions territoriales qui pourraient demain être couvertes par un système globalisé de quotas ou de taxes CO2. Ça, c'est ce dont on vient de parler. Ce qu'on pense, c'est que par rapport à ça, on devrait le compléter par une comptabilité carbone individualisée, et je vais vous montrer à quoi ça correspond. C'est simplement pour pouvoir sensibiliser, pour rendre les gens conscients. La deuxième chose, sur cette partie-là, qui est le transport, qui sont nos émissions liées à notre consommation énergétique individuelle, l'Europe propose et prévoit d'introduire un nouveau système de quotas qui est appelé TS2, simplement de quotas qui se base au niveau des distributeurs d'énergie. Nous pensons que dans la même logique, il serait encore plus préférable de créer un système de carbo dont je vais vous parler tout à l'heure. En tout cas, c'est un débat que l'on voudrait lancer dans le cadre de notre mouvement citoyen pour voir à l'interne et puis à l'externe aussi, voir si on pourrait avoir une adhésion par rapport à ce sujet-là. D'abord, le compte carbone individualisé. C'est un complément au signal prix. L'idée, et on voit qu'il y a de plus en plus d'applications qui sortent par rapport à ça, c'est un peu comme dans votre dans votre compte bancaire, c'est qu'on voit systématiquement pour tout ce qu'on achète, ce qu'on a acheté ici c'est en couronne parce que c'est en Suède, mais combien on a dépensé, mais aussi qu'on ait le nombre de grammes de CO2 ou de kilos de CO2 que cela génère. Ce qui permettrait à chaque individu de savoir, avoir une vision claire et précise de son empreinte carbone et de se responsabiliser par rapport à ça. Ah tiens, toi, tu as autant de tonnes de carbone, moi j'ai autant. Alors, parce que aujourd'hui, le signal prix, il est présent, mais les gens ne sont peut-être pas conscients d'un produit à l'autre, quelque part, de comment est-ce qu'ils peuvent agir là-dessus et quelles en sont les conséquences. Et donc, c'est vraiment, si on veut les rendre conscients, c'est qu'on puisse avancer vers ça. Pour ça, il faut qu'on détermine des normes claires pour qu'on puisse intégrer ça de manière cohérente, pour que demain ou après-demain ou dans X temps, quand on ira faire son carrefour, il y ait dans l'application, dans le ticket, quelque chose peut-être qui correspond avec la banque et qui permet de dire le ticket du carrefour, c'est autant de kilos de CO2 supplémentaires. Et que vous puissiez suivre, que chacun, vous, nous, chacun, on puisse suivre, se dire tiens, j'en suis où moi cette année? J'en suis où par rapport à cette norme sociale? Si je veux être juste, je sais que si je veux être juste, j'ai droit à 2 tonnes d'émissions de CO2 par an, ou peut-être encore 3, 4, 5, 6, et puis pour essayer de tendre tout doucement vers 2 tonnes d'émissions de CO2, j'en suis où par rapport à ça? Et que chacun puisse être conscientisé. Donc le levier économique est bien, mais dans un système, il n'y a pas que, chez l'être humain, il n'y a pas que le portefeuille qui compte, il y a aussi tout l'aspect psychologique et tout l'aspect social qui peut jouer. Une deuxième idée, et comme je vous le disais,
Notre volonté par rapport à ça, c'est de lancer le débat et on va donc dans quelques semaines lancer un grand débat citoyen et interroger nos adhérents par rapport à ça. C'est les carbos. Alors, quelques mots d'explication sur les carbos. Carbo, qui est une expression qui a été utilisée par David Van Reybrouck, pour ceux qui le connaissent, et qui simplement qui se base sur un quota d'émissions individualisées, qui est simplement un nom qu'il a donné au quota d'émissions individualisées, qui est une idée qui a pas mal évolué ou qui a pas mal fait son chemin en Angleterre il y a quelques années et qui régulièrement revient sur le devant de la scène. Alors comment ça marche? C'est un organe indépendant qui fixe chaque année une limite nationale. Ça, on en a parlé. C'est le budget carbone en réalité. Le budget carbone qui se détermine ensuite par différents aspects, y compris sur l'aspect dont on parle ici, c'est-à-dire les achats privés, privés et primaires d'énergie. Donc en gros, c'est votre chauffage, l'essence et pourquoi pas l'avion. Okay, on parle de ça. Et par rapport à ça, ben, quelque part, la première année, on dit ben, le quota, c'est la même chose que l'année passée. On a fait sur ce sujet-là, on a fait 100. On le divise entre tous les citoyens et à tous les citoyens, on donne 100 divisé par 11 millions et chacun reçoit sa partie de quota. Et puis, progressivement, on fait diminuer ces quotas d'année en année pour suivre la trajectoire budgétaire que l'on s'est fixée. On reçoit ça sur une carte, une app. Systématiquement, quand on consomme de l'énergie, que ce soit à la pompe, lorsque l'on reçoit sa facture de chauffage, donc dans ces quelques cas-là bien précis, comme je vous le disais, quand on a le micro ne veut pas les carbos. Le micro ne veut pas les carbos. Donc, ouais, ça fait mal. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas le micro. Quand on paye en carbo, en euros, il faut aussi payer en carbo. Est-ce que c'est clair, plus ou moins? Oui. Et si une personne, à un moment donné, et c'est pour ça que c'est cap and trade, si une personne, à un moment donné, n'a pas consommé la totalité parce qu'elle a été plus vertueuse, elle n'a pas consommé la totalité de ses carbos, ben elle peut, avec son GSM, les remettre sur une bourse et celui qui en a besoin un peu plus pourrait les acheter. Mais tout ça dans un montant total défini qui diminue au fil de l'eau. L'objectif de ça, il n'est pas très différent des ETS2. C'est juste une manière de le descendre au niveau du citoyen. Alors, il faut voir si c'est trop complexe ou pas trop complexe. Mais l'avantage de le descendre au niveau du citoyen, ben, c'est que chaque citoyen, du coup, est conscientisé, est acteur réellement, et que ce n'est pas seulement le signal prix qui fait que le prix augmente de manière exponentielle, mais il est acteur et est conscient quelque part de ce qu'il fait. La deuxième chose, c'est que c'est quelque part plus juste, parce que ça permet donc d'actionner les leviers psychologiques en favorisant la transition. Donc, on est plus conscient de ce qu'on dépense que quand c'est noyé dans le prix global. On reconnaît le principe de limite naturelle absolue et l'obligation de s'y conformer. Hein, il y a un quota total. C'est plus social et plus juste parce que quelque part, tout le monde reçoit le même nombre de quotas. C'est plus libre que des normes parce que c'est un plan des normes, ben, ça s'impose sur chaque domaine de notre consommation, tandis que là, il y a des arbitrages qui sont possibles. Ça permet de définir une trajectoire long terme. Et puis, c'est un dispositif dormant potentiellement pour le jour où on aura des pénuries. Parce que je veux dire, aujourd'hui, on ne s'en préoccupe pas, mais on sait quand même que le pic d'énergie fossile disponible, il est passé et que demain et après-demain, on devra progressivement gérer tout simplement, même qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, simplement pour les limites physiques et réelles du nombre d'énergie fossile disponible, gérer la rareté et il va falloir la gérer de la manière la plus juste possible. Alors évidemment, des mécanismes d'adaptation peuvent être envisagés pour permettre une transition et là où l'État est déficient. Si aujourd'hui c'est parce que l'État est déficient dans une zone déterminée du territoire qu'il n'y a pas d'offre de transport, on peut estimer qu'à ce moment-là, des modalités spécifiques soient offertes aux personnes qui subissent la déficience de l'État et qu'il y ait un rééquilibrage qui se fasse de cette manière-là. Bref, on peut penser à beaucoup de choses, mais le principe est le suivant, c'est que chacun reçoit le même nombre de quotas à polluer de manière juste, sur le principe, même si on peut l'adapter, et chacun doit le gérer, et ce nombre de quotas diminue, et à la fin, l'objectif, ben, vu que l'objectif c'est quand même le net zéro, ben, c'est qu'on s'approche de zéro, même si ce n'est pas tout à fait zéro, comme on va le voir tout à l'heure, parce que c'est du net zéro au niveau énergétique, qu'on puisse évoluer vers ça. Quatrième point, et c'est principalement celui-là que vous allez continuer à aborder, même si les points précédents seront abordés aussi, au niveau des différents ateliers, des 12 ateliers qu'on va mettre en place dans 10 minutes, 15 minutes, je vais faire plus vite possible. C'est une vision claire.
et le courage d'assumer un autre modèle de société. Et aujourd'hui, on veut avoir le courage de dire que diminuer la consommation matérielle et énergétique fait partie du mix. Et nous, comme engagés, on veut quelque part assumer ce principe-là. Comme je vous dis, ça va probablement nous coûter quelques voix, mais ce n'est pas grave. On est prêt à assumer ces voix perdues, simplement au nom de nos convictions et simplement au nom de la vérité. La réalité, c'est qu'on doit assumer aujourd'hui que demain, on devra vivre différemment. La question n'est pas si on va vivre différemment, mais comment on va faire pour que ce soit le plus agréable et le plus positif et le plus juste possible. Alors, on a fait énormément de calculs et tout ça, ça viendra alimenter quelque part, comme je vous disais, les ateliers, mais fondamentalement, de manière très simple, une fois qu'on se focalise sur les émissions territoriales ici, ben, on voit que c'est principalement des émissions non énergétiques pour 25%, mais surtout des émissions énergétiques. Et notre vision, c'est que, et ça, on va le voir et on peut en discuter en tout, c'est que c'est dans ce sujet-là, pas des ou qu'il faut placer, mais des et. En réalité, en faisant les calculs, quand on descend dans le concret des chiffres, il n'y a pas de dogme possible parce qu'en réalité, il faut tout faire. Tous les leviers devront être actionnés si on veut avoir une chance d'y arriver. Pour diminuer notre consommation, nos émissions énergétiques de 92% et pour diminuer nos émissions liées aux émissions non énergétiques de 50% et pour capturer le reste, comme je vous disais, des plus ou moins 1,8 tonnes de CO2 qui sera le maximum qu'on pourra continuer à émettre ici si on veut arriver au net zéro. Donc, pour chacun de ces leviers, on a identifié des pistes, des idées, on a chiffré, rechiffré des leviers qu'on pouvait développer et nous allons les développer dans les ateliers, entre autres, tout à l'heure. Juste peut-être quelques éléments. Comme je vous le disais, en matière énergétique, la question n'est pas est-ce que je suis pour les énergies renouvelables ou est-ce que je suis pour le nucléaire ou est-ce que je suis pour la diminution de la consommation. La réalité, c'est et. Alors, c'est peut-être moins sexy parce que et, ça suppose qu'on dise plusieurs choses. Et ça, c'est toujours ce qu'on reproche aux engagés, mais c'est la réalité. On ne peut pas faire à l'inverse des chiffres. La réalité, c'est qu'il va falloir et diminuer notre consommation de manière très forte, et démultiplier notre capacité en énergie renouvelable en se focalisant sur celles qui ont le moins d'impact et qui sont le plus efficientes, et garder de l'énergie nucléaire, sinon ça ne marche pas dans le mix, ou alors il va falloir importer, comme le disait même Elia, parce qu'en réalité, personne n'a cru qu'en Belgique, on arriverait à 100% sans nucléaire d'énergie. Dans le rapport d'Elia d'il y a 2 ans, on disait on va importer 30% de notre énergie. Donc ici, simplement, le paradigme a un peu changé. On se rend compte que d'un point de vue géopolitique, c'est important, mais que l'on ait une autonomie un peu plus forte. Et donc, il faut qu'on, dans ce cadre-là, qu'on ait du nucléaire. Et de toute façon, si on en importait, c'était entre autres de l'énergie nucléaire. Il faudra et de l'hydrogène vert importé. Alors bien sûr, on pourrait se dire que l'hydrogène vert peut-être sera beaucoup plus que, enfin ici c'est hydrogène et biomasse et biofuel, mais et peut-être qu'on aura un breakthrough, comme on dit, une rupture technologique qui nous permettra demain de faire de l'hydrogène vert dans le désert de manière beaucoup plus structurelle, beaucoup plus structurante, beaucoup plus large, beaucoup plus facile à transporter. Peut-être. Mais aujourd'hui, notre responsabilité n'est pas de se baser là-dessus, c'est de continuer à mettre de l'argent, comme on a décidé de le faire, comme l'Europe le fait, pour développer des nouvelles technologies, mais c'est de prévoir l'avenir à périmètre constant avec des choses que l'on sait maîtriser, plutôt que sur des espoirs qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc c'est et, pour que les choses restent équilibrées, c'est et. Comme toujours, l'abus nuit en tout. Un petit peu de chocolat, c'est bon. Manger que du chocolat, c'est pas très bon. Voilà. C'était juste pour vous réveiller parce que ça commence à faire long. Je vais rester sur le côté alors. Voilà. Ceci dit, vous aurez tout ça et on vous fournira tous les chiffres avec plaisir. Diminuer, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire diminuer notre consommation dans le bâtiment en rénovant et en rénovant beaucoup plus. Je prends juste cet exemple-là, hein, tout le reste sera fait dans les différents ateliers. C'est en rénovant beaucoup plus et beaucoup plus vite que ce que l'on fait aujourd'hui et en donnant la capacité à chacun et à chacune de manière sociale de pouvoir accéder à cette rénovation à coût zéro, mais aussi de former. Les filières de formation sont essentielles si on veut arriver à ce résultat-là. C'est aussi évoluer de manière structurelle dans le transport, que ce soit en diminuant, enfin en passant à la voiture électrique, mais aussi en assumant le fait qu'il va falloir diminuer le nombre de kilomètres, certainement
diminuer le poids des voitures. Et souvent, on me dit, ouais, Yvan, t'es un peu rétrograde, là, tu nous emmerdes avec tes trucs où il faut diminuer, diminuer, diminuer. C'était quand même beaucoup mieux avant, on pouvait faire ce qu'on voulait. Je réponds simplement à avant. Les vieux good old times, on roulait en 2 chevaux. Un 2 chevaux, ça pèse 650 kilos. Si c'était tellement mieux avant, revenons simplement au poids de la 2 chevaux, avec les nouvelles technologies, et tout le monde sera content vu que c'était mieux avant. Donc revenons au poids de la 2 chevaux, 650 kilos pour nos voitures, avec une technologie sécurisée, plutôt que de... Et on ne sera pas malheureux. Diminuer sa consommation, ce n'est pas comme certains essayent de le caricaturer, se promener en pagne dans la forêt. Il y a moyen de diminuer notre consommation de manière beaucoup plus correcte et sans revenir quelque part à des choses qui sont insupportables. Et diminuer la consommation, ben, ça sera donc en bâtiment, ça sera dans le transport, ça sera dans l'industrie. Donc, d'où l'importance de tous les accords cadres que l'on va pouvoir faire, consommer mieux et plus intelligemment. Et évidemment, l'industrie, il y est déjà peut-être plus sensibilisée que nous, citoyens, de par le système d'ETS dont on a parlé tout à l'heure, surtout les industries les plus polluantes, qui se rendent compte que structurellement, dans leur compte d'exploitation, ce genre d'éléments se retrouve très présent. C'est aussi diminuer notre consommation matérielle, j'en parlais tout à l'heure, c'est faire réellement de l'obsolescence déprogrammée. C'est consommer mieux plutôt que consommer plus, c'est changer son GSM tous les 24 mois plutôt que de changer son GSM tous les 20 mois, c'est être sûr quand on remplace une pièce et pas comme il y a 3 jours quand j'étais chez MediaMarkt où on m'a dit ah, vous savez, pour changer cette pièce-là, bien sûr, elle est disponible, mais elle coûte la moitié du prix de la machine et il va falloir attendre 3 semaines et vous n'arriverez pas à la changer vous-même. Donc ça coûte in fine, elle est disponible, mais ça vous coûtera plus cher que d'acheter un nouvel appareil. Et j'ai acheté un nouvel appareil. C'est mal. C'est mal, mais c'est la réalité aujourd'hui. Donc c'est non seulement faire de l'obsolescence déprogrammée, c'est obliger très concrètement à ce que la garantie soit étendue, mais c'est aussi veiller à ce qu'on ait les pièces de rechange qui soient disponibles, mais c'est aussi veiller à ce que ces pièces de rechange soient à un prix correct et acceptable et que les marges faites sur ces pièces de rechange qui n'arrangent peut-être pas les fournisseurs ne soient pas démesurées. C'est aussi favoriser l'énergie de la circularité. C'est aussi travailler sur le fait que bah, nos vêtements doivent tourner et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, une fois que le t-shirt du petit est trop petit, comme on l'a fait, bah, qu'il traîne, il traîne, il traîne et qu'il ne soit pas suffisamment réutilisé, etc. etc. C'est aussi une autre manière de penser le design, peut-être de manière moins temporelle et plus intemporelle. Comme je vous le disais, diminuer n'est pas un vilain mot. Il va falloir aussi évidemment diminuer nos émissions non énergétiques, que ce soit au niveau de l'agriculture, qui est un des premiers pans, mais tout en étant très conscient par rapport à ça, que la clé, c'est de défendre un modèle vertueux d'agriculture, comme entre autres en Wallonie, et par rapport à ça, je pense qu'on peut avoir une certaine fierté. On a déjà commencé à le faire, il faudra continuer à le faire de manière plus forte. Mais pour pouvoir le faire, il faut accompagner les agriculteurs, et certainement les agriculteurs les plus vertueux. Et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Si on ne protège pas mieux ceux qui sont vertueux, en réalité, on ne va faire que déplacer le problème, se faire plaisir, casser la filière agricole. Non, si on a une vache, un bovin qui est simplement en autonomie fourragère dans un modèle extensible, en réalité, son empreinte carbone, ce n'est pas l'empreinte carbone brute, c'est l'empreinte carbone nette qu'il faut voir. Et s'il est dans un pâturage, quelque part, son empreinte carbone nette, elle est quand même pas si élevée que ça. Par contre, si on commence à importer du cochon, et donc il y a bien sûr des choses qu'il faut changer, bien sûr qu'il faudra aussi revoir, bien sûr qu'il y a déjà une diminution de consommation de viande. Mais si on simplement se focalise et qu'on ne protège pas les modèles les plus vertueux, ce qu'on va faire simplement, c'est déplacer les choses et on terminera par acheter notre cochon dans des usines à cochons comme celles qui ont été construites il y a dont on voyait les images il y a quelques mois en Chine. Ça ne peut pas être le modèle de société que l'on défend si on veut être cohérent par rapport à l'empreinte totale globale. Donc il y a des changements de comportement, mais il y a aussi des comportements qui sont déjà plus vertueux et qu'il faut continuer à encourager pour qu'on puisse continuer à avancer. C'est vrai aussi au niveau de la construction, construire de manière plus durable, et on en parlait aussi. En plus, en Wallonie, on est au niveau des matériaux plus durables, on a une avance, alors que globalement, ben, sur les matériaux, on n'est peut-être pas. Voilà, il y a trop de leakage, trop de fuite quelque part quand on investit 1 euro dans la transformation. Ben, il y a trop de cet euro qui part ailleurs qu'en Wallonie. Par contre, au niveau des matériaux durables, par exemple, il y a toute une série de choses à faire. Enfin bref, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est l'objet, que ce soit dans la chimie, etc., ce sont l'objet des différents ateliers qui auront lieu dans quelques minutes. Mais fondamentalement, on se rend compte, comme je vous le disais, que tous les leviers doivent être utilisés. In fine, il nous reste 1,8 tonnes
de CO2 par personne. Et ça, il va falloir le compenser. Donc, ça fait aussi partie du mix de compensation. Et donc, il faut que l'État, il faut que nous, comme politiques, nous ayons la responsabilité d'investir dans les infrastructures qui rendent possible cette capture et cette compensation. Il faut qu'on investisse pour que demain, des entreprises comme, qui sont dans la chaux, dans le ciment, puissent faire leur boulot et rester dans la Meuse ou dans la vallée de la Meuse ou ailleurs. Il faut que les infrastructures suivent et rapidement, qu'on ne prenne pas du retard par rapport à Rotterdam ou à Anvers. Il faut qu'aujourd'hui aussi en Wallonie, on investisse et qu'on ait une vision. Si on veut que dans 10 ans, ces entreprises soient encore présentes sur notre territoire, c'est maintenant qu'il faut agir, sinon demain, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer et pour gérer les plans de restructuration. Et donc ça, c'est vraiment notre job fondamental. Pour le reste, c'est évidemment aussi travailler sur l'agroforesterie. C'est aussi ne pas voir le marché comme fermé. C'est notre capacité, quelque part aussi, à envisager de travailler de manière globale et trouver des moyens et financer des moyens dans des pays qui ont une densité moindre pour faire de la compensation correcte. Voilà pour les 4 premiers points. Encore un petit peu d'eau. Il y en avait 6, c'est pour ça que je vous l'ai dit au début, comme ça vous ne perdez pas espoir. Il en reste donc 2. Alors d'abord, et celui-ci, on l'a déjà abordé à plusieurs reprises, toutes les politiques doivent être pensées de manière inclusive, y compris avec le Sud. La transition sera solidaire ou elle ne sera pas. C'est vraiment notre conviction profonde. On ne peut pas imaginer que ce qu'on va faire au niveau du plafond, et il y a un plafond environnemental, c'est ce que je vous ai dit au tout début, il faut partir de ce postulat-là, c'est vraiment le postulat de base, mais il ne peut pas se faire au détriment du plancher social. Et donc, on doit pouvoir accompagner de manière ciblée et intelligente ceux qui en ont le plus besoin. 3 exemples, certains qu'on a déjà cités. C'est premièrement le dividende carbone. Donc, c'est vraiment redistribuer les taxes et autres qui pourront et qui viendront avoir un impact sur notre inflation verte, mais que ça puisse être distribué au profit de tout un chacun. Le deuxième exemple qui est vraiment fondamental et qui est le premier, je pense, sur lequel on doit, comme pouvoir public, être beaucoup plus efficace, et vous en parlerez dans les ateliers, mais nous, on a une vision vraiment forte sur le fait qu'il faut reprendre le problème à l'envers, c'est l'isolation à coût zéro. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si vous avez assez d'argent, si vous avez le temps, la question est de savoir comment est-ce que demain, on veille à ce que tout notre bâti soit rénové structurellement, parce que c'est un actif dans lequel l'État peut investir et se rembourser sur le long terme. C'est un win long terme et sur lequel on ne doit pas pouvoir transiger et les gens ne doivent pas devoir renoncer pour des questions financières. Et donc là, fondamentalement, donc on a une proposition où les gens peuvent isoler à coût zéro. On se rembourse d'une part l'État se rembourse d'une part sur les économies d'énergie réelles réalisées, et donc il capture en tiers payant une partie de l'économie sur la facture, et le solde est récupéré au moment où le bien qui, en ayant été rénové, a augmenté sa valeur. Au moment de la transmission de ce bien, quelque part, l'État rembourse le solde du coût de cet investissement pour l'isolation. En faisant ça, ça permet de donner une solution, y compris pour tous les locataires. À Bruxelles, c'est très important, la question des locataires, et aussi pour tous ceux qui n'ont pas forcément le capital nécessaire. Si on ne fait pas ces propositions-là, je vous en cite 2 ou 3, mais fondamentalement, si on ne fait pas ça, on n'est pas cohérent. Fixer une limite, ça doit être notre point de départ. Être sûr que tout le monde nous accompagne dans la réalisation de ce point, c'est évidemment le trajet qui est nécessaire et indispensable. Indispensable aussi la solidarité avec les pays du Sud. On a une responsabilité forte par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est les pays du Sud qui seront, enfin demain, c'est les pays du Sud qui seront les plus impactés et qui ont donc la double peine parce que ce ne sont pas eux. Et donc simplement, il faut être objectif. Là, je ne vous parle même pas de morale ou d'éthique, je dis juste notre responsabilité même juridique, on va dire. Aujourd'hui, les conséquences qui sont portées, ou demain les conséquences qui seront encore plus portées par les pays du Sud, c'est notre responsabilité. Donc, c'est même pas qu'on est des gentils qui devons aider les pays du Sud. C'est juste que quelque part, on a une responsabilité sur les conséquences qu'ils vont devoir porter. Et donc, la question d'un fonds de solidarité par rapport aux pays du Sud et sur lesquels il y a des avancées qui ont été faites à la dernière COP, mais sur lesquelles il va falloir être particulièrement prudent, en tout cas attentif, pour qu'on aille jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement une question de bon vouloir, c'est une question de responsabilité.
responsabilité, mais aussi pragmatique, hein, comme je vous le disais. Il n'y aura pas de changement réel s'il n'y a pas de changement, y compris dans les pays du Sud. Et donc, il faut aussi que ces pays puissent évoluer, la capacité d'évoluer. Et puis même d'un point de vue très égoïste, d'un point de vue social, si on n'accompagne pas un tout petit peu et si on ne travaille pas sur ces changements climatiques, de toute façon, on va avoir des flux migratoires justifiés parce que quand les gens n'ont plus rien à perdre, ben c'est normal qu'ils aient envie de se déplacer. Et donc, il va falloir gérer tout ça. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à faire évoluer tout le monde, à le travailler comme un système, avec pas de la générosité, mais de la responsabilité de nos actes. On en arrive au dernier point, parce que tout ça étant dit, il n'empêche que la température a déjà augmenté, va encore augmenter. Si on ne fait rien, elle pourrait même augmenter, comme le disent les projections, jusqu'à 3,6 degrés. On en a parlé rapidement au tout début de ce que ça pouvait vouloir dire. On le sait en Belgique, les conséquences du réchauffement climatique sont déjà bien réelles et elles vont s'aggraver à l'avenir. Alors, je voudrais juste être clair par rapport à ce point-là, comme le citait un des intervenants. Ce n'est pas le jour où on va dépasser 2 degrés, 2,1, que tout à coup le monde va s'effondrer. C'est une logique, et c'est pour ça que c'est compliqué. Je reviens au bug humain. C'est une logique, quelque part, qui est compliquée à appréhender. C'est une logique de probabilité. Chaque fois que la température monte, on ajoute des petites boules rouges dans la boîte. Et quand on va mettre sa main, l'occurrence, le nombre de fois où on va tirer une petite boule rouge, qui est une catastrophe naturelle, va augmenter. Plus la température va augmenter, plus le nombre de petites boules rouges va quelque part augmenter, et plus la probabilité, année après année, qu'on tire des catastrophes naturelles va être importante. Donc, c'est pas que, parce que ça serait c'est le danger, c'est que demain, la température est augmentée de 2 degrés, et puis quand ils disent, tu vois, il ne s'est rien passé. Le monde ne s'est pas arrêté, la Terre tourne toujours. Oui, c'est vrai, mais le nombre de catastrophes naturelles, d'un point de vue simplement probabilité, va continuer à augmenter. Et c'est ça qui est difficile à appréhender pour nous, pour qu'on ne se contente pas de les corriger étape après étape. De nouveau, ça sera abordé dans les ateliers, mais on doit, des principaux risques, c'est des risques d'inondation, de sécheresse, d'extinction et de chute de la biodiversité. Et c'est fondamental, la biodiversité, certainement, elles sont toutes fondamentales. Mais ça va avoir tout ça un impact sur notre santé, sur notre alimentation, sur le danger de crise par rapport à l'un et par rapport à l'autre, que ce soit donc l'extinction, la canicule, les sécheresses, vous le savez. Vous le savez. Et c'est par ce point-là que je voudrais terminer en vous disant que voilà, c'est avant tout un choix de société et que ce choix, il faut le faire de manière non dogmatique mais chiffrée et qu'on puisse tous s'y engager tous ensemble parce que c'est un choix de société par rapport auquel on a une responsabilité fondamentale. Merci pour votre patience et votre attention.